Pour cette première émission de chrono, je vais vous parler de gazon. Quand j'en ai parlé à mes potes ou à mes collègues, tout le monde s'est foutu de moi. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ce qu'on pensait. Quand je vous dis gazon, vous pensez à quoi? Sûrement à Wimbledon et l'herbe très soignée de ses terrains, ou la pelouse de votre club de foot ou de rugby préféré. Mais est-ce que vous savez comment ces pelouses sont entretenues ou encore pensées? Parce qu'encore aujourd'hui, on continue à apprendre et à innover autour du gazon. Pour mieux comprendre ces recherches, on est allé à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, dans laquelle a été développé un robot qui reproduit les mouvements du pied humain lors des entraînements ou matchs professionnels, dans le but de concevoir les pelouses de demain. Une des expertises du laboratoire, c'est l'interaction entre le sol, la chaussure et le joueur. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir tester différents types de caractéristiques de sol, différents types de chaussures et voir quelles seraient les mieux adaptées pour optimiser la performance tout en minimisant les risques lésionnels. Donc en fait, ce robot est équipé de deux capteurs. Un capteur qui est placé au niveau du poignet du robot, qui est juste au-dessus de la chaussure, et un capteur qui est placé sous le bac. À quoi servent ces capteurs? Ces capteurs vont nous permettre de mesurer les efforts que le robot doit faire pour générer le mouvement. Et de façon extrêmement simple, si le sol est très souple, pour générer le mouvement, le robot va ne pas avoir besoin de beaucoup d'énergie et ça va générer peu d'efforts et peu de moments au niveau du poignet du robot. A l'inverse, si le sol est très dur ou la chaussure est très dure, pour faire le même mouvement, le robot va devoir forcer. Et donc on est capable de classer comme ça de façon très répétable et très distincte l'influence des différents composants sur les efforts qui vont être transmis au robot. Et finalement, ces efforts-là vont être les mêmes qui vont être vécus par le sportif. Donc maintenant, on est capable de faire un lien entre les efforts que voit le robot et les efforts qui sont vécus par le sportif pour faire un mouvement déterminé. La pelouse d'un terrain de sport, ce n'est pas juste de l'herbe à tondre et à arroser de temps en temps. Il existe plusieurs types de pelouses en fonction des disciplines pratiquées. Par exemple, que ce soit du foot ou du rugby, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, en fonction de où se situe le terrain en France. Je m'explique. Dans le nord de la France, on va généralement poser une pelouse raygrass. Outre le fait qu'on la retrouve à Wimbledon, elle résiste extrêmement bien au piétinement et à une température maximale de 25 degrés. Après ce stade, la plante ne pousse plus. Alors que dans le sud de la France, on utilise du Bermuda grass. Cette pelouse super stylée résiste à 40 degrés et se classe parmi les gazons les plus résistants à la sécheresse. Elle permet d'économiser 70% d'eau par rapport aux autres gazons vendus dans le commerce. Bon, vous avez compris, il y a des pelouses sudistes et des pelouses nordistes, mais pas que, et c'est là qu'on va complexifier un tout petit peu les choses. No, God, please, no, no! Je vous promets de ne pas vous prendre la tête. Dans le sport, il existe 3 gazons praticables. Le naturel, le synthétique et l'hybride. Jusque là, on est bon. Le naturel, comme son nom l'indique, est composé de nombreux brins d'herbe prodigués par Dame Nature. Non, sérieusement, est-ce qu'on a réellement besoin de présenter l'herbe? Le synthétique est une pelouse artificielle sous forme de tapis constitué de plastique. C'est dans les années 80 que l'on voit son apparition dans le foot. Ses avantages sont nombreux, il résiste bien aux conditions météorologiques, se dégrade peu et nécessite moins d'entretien que le gazon naturel. L'inconvénient, ce sont les conditions de jeu pour les joueurs. Alors, des améliorations ont été faites au fur et à mesure des années pour rendre cette surface moins dure et plus agréable au jeu. Les matchs de hockey sur gazon par exemple, vous savez ce sport que vous avez sûrement vu au JO, se jouent encore aujourd'hui exclusivement sur du synthétique. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on passe au gazon hybride. Un savant mélange de pelouse naturelle et de microfibres synthétiques. Elle est principalement utilisée dans les stades pro de foot et de rugby. Petite leçon d'histoire en 30 secondes chrono. La première technologie de gazon hybride apparaît dans les années 90. En gros, on piquait des microfibres synthétiques entre les brins de gazon naturel, mais depuis 2010, on utilise une nouvelle technologie, la air fiber. En gros, pour faire archi simple, on utilise un gazon 100% naturel enraciné dans un fond, notamment à base de nos fameuses microfibres synthétiques. On peut retrouver du gazon hybride au Vélodrome de Marseille, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne ou encore au stade Pierre-Mauroy à Lille. D'ailleurs, petite anecdote pour éveiller tous les footeux qui se sont endormis pendant mon explication sur le gazon. En plus d'avoir gagné la Ligue 1 l'année dernière, le PSG a aussi gagné le prix de la meilleure pelouse avec une note de 19,34 sur 20. C'est un classement très sérieux établi par les arbitres, les entraîneurs et les joueurs qui ont pu fouler les pelouses de stade de Ligue 1. Et si vous avez suivi, le gazon du Parc des Princes, c'est une pelouse hybride là encore. Imaginez un peu la satisfaction des responsables et des intendants de ces pelouses du haut du classement lorsque toute l'année, ils ont protégé leur terrain face à la périculariose, un champignon qui ravage les terrains de foot. Mais aujourd'hui, il y a autre chose de bien plus gros que ce champignon qui menace les pelouses sportives.
le dérèglement climatique. Il contraint les clubs à limiter l'arrosage des terrains, notamment en période de sécheresse. Parce qu'en moyenne, il faut 25 000 à 30 000 litres d'eau pour entretenir une pelouse de Ligue 1. Alors on parle beaucoup de terrain de foot depuis tout à l'heure, mais maintenant, on va s'intéresser à un sport pas super éco-friendly, le golf. En France, entre 1995 et 2020, on a construit 10 terrains de golf par an. Aujourd'hui, on en compte 750 selon la Fédération française de golf. Et c'est énorme puisque selon World Watch Institute, 18 kilos de pesticides sont pulvérisés sur les greens par hectare et par an. Pour vous donner une comparaison, l'agriculture en utilise 3,7 kilos par hectare et par an. Et fun fact, un green de golf, c'est le nom donné à la zone où l'herbe est la plus rase du parcours. Elle est située autour du trou, et bien ça représente seulement 1,5% d'un terrain de golf. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de 18 kg de pesticides par an pour 1,5% d'herbe d'un terrain de golf. C'est énorme. En plus des kilos de pesticides, eh bien la pelouse d'un terrain de golf est très gourmande en eau. Encore une fois, en faisant des recherches, je suis tombé sur des chiffres ahurissants. 9,5 milliards de litres d'eau sont utilisés chaque jour dans le monde pour arroser les pelouses de ce sport. Et selon les Échos, 9,5 milliards de litres d'eau, c'est l'équivalent de ce que boit l'ensemble de l'humanité chaque jour. L'association ANV COP21 avait d'ailleurs protesté en 2023 contre l'accaparement de cette ressource en période de sécheresse dans un golfe du Var, à Bandol. L'action était tout simplement de creuser un message sur le green en expliquant que l'eau est un bien commun et que donc la lutte des classes commence. S'il y a des restrictions d'eau dans un département, s'il y a des paysans qui n'ont plus le droit d'arroser leur culture, si des populations doivent se restreindre, on nous demande de faire des efforts quant à notre consommation en eau, on trouve injuste que certaines activités aient des dérogations. Quand il y a une alerte sécheresse, en l'occurrence, certains golfs ont des dérogations pour pouvoir continuer d'arroser leur green. Et le football n'est pas non plus épargné sur le sujet de l'arrosage. Été 2022, alors que la France traverse une période de canicule, le Stade Rennais avait été critiqué pour avoir arrosé un de ses terrains d'entraînement en pleine canicule, alors que son département, l'Ille-et-Vilaine, était passé en alerte renforcée sur décision du préfet. Après cet incident, le club s'est excusé en expliquant que c'était une erreur de leur part, un couac interne. Mais alors, comment entretenir son gazon de façon respectueuse de l'environnement ? En gros, sans utiliser des litres et des litres d'eau potable. Plusieurs solutions voient déjà le jour. Les golfs des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, utilisent de l'eau recyclée et non potable pour arroser leur terrain. L'entreprise Natural Grass a quant à elle imaginé un système de nappe phréatique sous les terrains de sport. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Aquaflow ? On va aller stocker l'eau sous le terrain, donc on va mettre un stockage sous toute la surface de jeu. Pendant l'hiver, elle va stocker toute l'eau excédentaire et l'été, l'eau va être réintroduite dans le système par subirrigation, c'est-à-dire qu'on va arroser par le dessous. L'eau va remonter jusqu'au niveau des racines sans être à la surface. Concrètement, ça permet d'économiser déjà beaucoup d'eau. De deux, ça permet aussi de stocker l'eau et donc de ne plus avoir à l'évacuer l'hiver. Et de 3, ça permet aussi, pendant les périodes de pénurie d'eau et de restrictions, de ne plus avoir à arroser sa surface en surface. Alors oui, c'est super toutes ces initiatives, mais la transition écologique des terrains de sport, elle doit aussi et surtout se faire par des mesures mises en place par l'État. Et c'est là qu'intervient la loi Labbé. Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit aux collectivités d'utiliser des pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les promenades accessibles au public. Et depuis 2022, elle s'est étendue à tous les lieux privés à usage collectif ou accueillant du public comme des terrains de sport. Ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, on n'y est pas encore. L'horloge tourne pour les gazons sportifs français parce qu'à partir du 1er janvier 2025, ils devront être entretenus sans utiliser de produits phytosanitaires de synthèse. Mais cette transition vers le zéro phyto, zéro pesticide coûte de l'argent. Alors, si on allait voir ce que font nos amis hollandais. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce qu'en Eredivisie, le championnat de foot hollandais, les clubs touchent des droits TV de l'UEFA et en reversent une partie aux autres clubs afin d'améliorer l'entretien de leur pelouse. À partir de la saison 2025-2026, les clubs du championnat devront évoluer sur des pelouses naturelles ou hybrides synthétiques. Et pour inciter encore un peu plus les clubs à changer de pelouse ou de gestion du gazon, les clubs qui évoluaient en Coupe d'Europe pouvaient recevoir jusqu'à 350 000 € si leur pelouse répondait aux critères de la Ligue. Un coup de pouce pour remplacer la pelouse synthétique en pelouse naturelle ou hybride. Alors en France, est-ce qu'on pourrait imaginer dans nos rêves les plus fous que les grands clubs donnent l'exemple aux plus petites structures ?
Aujourd'hui, le ruissellement est essentiel. C'est-à-dire que si, et c'est le cas, on est dans une démarche sur certains terrains zéro phyto, et il y en a. Il y a des stades aujourd'hui de rugby qui n'utilisent pas de produits phytosanitaires de synthèse, c'est-à-dire chimiques. Il y en a. Clairement, c'est aussi pour démontrer que c'est possible. Que du coup, si on y arrive en top 14, sur des clubs de top 14 de Pro D2, si on y arrive sur des espaces où évoluent les équipes de France, etc., on devrait pouvoir y arriver chez moi, à Pouillastruc, au fin fond des Pyrénées. Alors on croise les doigts. Je reprends les rênes de la vidéo car c'est bien mignon de parler de gazon posé sur son fauteuil, mon petit Thomas, mais maintenant il est peut-être l'heure d'aller se frotter au vrai terrain. Du coup, je lui ai lancé un petit défi. Le disque golf, si tu te demandes ce que c'est simple, c'est comme le golf, mais avec des frisbees. Bon ok, stop. C'est pas si simple, c'est pour ça qu'on est allé voir Alexis, le président du Babylone Discus, afin qu'il nous présente un peu mieux ce sport. Alors le disque golf, ça peut se jouer tout seul, ça peut se jouer en club, en loisir, en compétition, c'est voilà, selon l'envie. Mais alors, comment ça se passe? Le parcours est composé de plusieurs trous, le nôtre en possède un total de 9. Chaque trou est défini par un nombre de lancers moyen pour le terminer entre 3 et 5 selon sa longueur. Quand on réussit le trou avec le nombre de lancers prédéfini par le parcours, on appelle ça un par. Ici, il y a deux types de départ. En bleu pour les confirmés avec une plus longue distance jusqu'au panier et en mauve pour les débutants avec une distance plus courte. Ok, maintenant qu'on a les bases, c'est l'heure du fight. Ça c'est lui de numéro 1. Bon tour. Moi je veux un ressenti quand même avant ce premier lancer, Thomas. C'est vraiment l'échauffement quoi. C'est tout ça. Donc en gros après la technique. Et la technique, voilà. Comme tu as vu. Ouais, la technique. Voilà, c'est un essai donc. Oui. Allez, c'est facile. Allez, 20 mètres, tu peux le faire. Ah, c'est pas mal. J'ai dit n'importe quoi, je suis beaucoup plus revers. Ok. Bah oui, beaucoup plus... Attends. T'as revers une main ou deux mains au tennis? Non, une main. Ah bah ouais, bah revers alors. Revers, c'est ça? Le lancer de frisbee en général, le plus classique, le plus connu, c'est quand même le revers. Moi j'en ai strictement aucune idée. Bon, ok, il se débrouille pas trop mal. Oh, l'échec. Je voulais filmer ce moment et Mais maintenant, j'entre en scène. Comment? Non mais c'était le petit move comme ça. Ça ressemble plutôt à un échec critique, mais je compte pas me laisser abattre. Je suis sûr que tu t'es entraîné avant mon arrivée. Après je suis un joueur de coup droit donc... Ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Bon, Thomas semble un peu trop en confiance. On est donc parti sur le second parcours. Bon bah tout à l'heure les experts. À tout à l'heure. Et puis nous... Bah nous on va aux débutants quoi. Parce qu'on est mauvais. La difficulté ici c'est le virage de départ, donc si j'ai bien compris il faut privilégier le revers pour que mon disque parte sur la gauche. Bien joué. Oh, joli. En vrai c'est impressionnant. Attends, tu tues pas quelqu'un avant la fin du reportage. Ça, je peux pas le promettre. Franchement, quand on voit les pros, on a encore pas mal à apprendre. Et faut dire qu'ils ont pas mal de techniques en poche. Donc il y a différents types de lancers au frisbee golf, au disque golf. Il y a revers où le frisbee il sort de la main comme ça et il tourne dans ce sens. Okay, donc ce qui fait que le frisbee naturellement finit à gauche. Et après il y a aussi coup droit. Et le disque tourne dans l'autre sens et donc le frisbee naturellement finit vers la droite. Bon, la règle d'or c'est d'éviter d'envoyer son disque sur les passants comme ce petit chien. En vrai j'ai grave kiffé, tu vois, genre c'est bonne ambiance en plus, il n'y a pas vraiment de compétition. T'es là, tu chill, tu balances ton petit disque. Après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est hyper technique en réalité. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Mais, ouais, pareil. Enfin, genre le premier lancer, enfin, on l'a vu, il était nickel, quoi, genre parfait. Et après, quand t'arrives justement à bien faire ton lancer, à avoir un beau mouvement sur ton disque, bah, tu kiffes quoi. C'est que du kiff en fait le disque golf. Voilà, c'est terminé pour cette initiation au disque golf. Si toi aussi ça te chauffe de découvrir ce sport, tu peux aller tester avec quelques potes au parc de Choisy-Créteil, dans le Val-de-Marne. Et pour plus d'informations, vous pouvez toujours faire un petit coucou sur le compte Insta du club Babylone Discus.
On est avec Aymeric et avec toi, on va parler du cas Paul Pogba que l'on pensait ne plus voir pendant un long moment sur un terrain après sa lourde suspension de 4 ans pour dopage et qui a finalement vu sa peine rabaissée à 18 mois. Oui, c'est ça. Et on peut dire que c'est un peu la super bonne nouvelle de la mort qui tue en ce moment en équipe de France, hein, parce que voilà, sinon le contexte autour des Bleus, il est, pour pas dire de gros mots, complètement merdique. Hein, voilà, on va dire les choses entre Kylian Mbappé qui vient pas au dernier rassemblement parce qu'il est soi-disant blessé, finalement il joue avec le Real. Plus globalement, tu as le niveau de jeu de cette équipe hein, qui, avec cet euro immonde, là non plus on n'aura pas peur des mots, donc plus globalement on a quand même la sensation d'une image qui se dégrade de jour en jour autour de l'équipe de France, et puis le départ soudain d'Antoine Griezmann, voilà un peu le chouchou de Deschamps, mais le chouchou du public. Le capitaine de l'équipe de Le capitaine des Bleus, effectivement. Voilà, ça nous a tous pris de court, et moi je me souviens qu'à l'Euro, Didier Deschamps nous invitait à changer de chaîne hein, si on s'emmerdait devant les matchs de l'équipe de France. Et ben j'ai l'impression que le public l'a pris au mot, puisqu'on l'a vu lors des dernières audiences des matchs de Ligue des Nations, ça s'est un peu effondré. Donc voilà, Dédé a passé un message, il a été reçu 5 sur 5. C'est donc pour ça, on peut le dire, hein, que le retour de Polo, un personnage charismatique et surtout un formidable joueur de foot, quand il n'est pas blessé, ça nous met un petit peu de baume au cœur, quoi. Alors, est-ce que on peut revenir à Pogba et est-ce que tu pourrais nous résumer un peu cette affaire ? Ouais, il a été condamné le 11 septembre 2023, donc il y a plus d'un an, par l'agence antidopage italienne, à la suite d'un contrôle positif à la il faut que je lise, hein, la déhydroépiandrostérone. Pas simple. Voilà, pas simple du tout. Donc effectué le 20 août 2023. Donc le champion du monde, lui, il avait plaidé l'ingestion de compléments alimentaires que lui aurait donné un médecin en Floride, un médecin qui avait déjà traité, qui s'était occupé de cas de sportifs de haut niveau. Et Pogba ne savait pas ce qu'il prenait, et il savait pas que voilà, ce qu'il y avait dedans était interdit par les règlements de l'agence mondiale antidopage. À l'origine, il est suspendu 4 ans, il prend quand même 4 ans, mais finalement, il a été plaidé sa cause devant le tribunal arbitral du sport, qui s'est montré clément, qui a écouté, qui a trouvé que les arguments de Polo et que Polo était de bonne foi, et donc il a ramené cette peine à 18 mois. Il en a déjà fait un paquet, donc on peut déjà se dire que, alors qu'on pensait que sa carrière était morte et enterrée, hein, parce que tu reviens pas après 4 ans d'absence, surtout qu'il a 31 ans, donc voilà, c'était rideau. Donc voilà, au final, il va revenir, et dès mars prochain, il sera sur les terrains d'entraînement. On va dire les choses, hein, la perspective de revoir la pioche sur un terrain de foot, lui qui a un peu l'élégance et la puissance incarnée, ça nous fait des petits guilis dans le ventre quand même. Mais du point de vue de l'état physique, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il pourra un jour, on l'espère, mais est-ce qu'il pourra un jour retrouver son niveau de l'époque ? Tu penses, toi, que c'est possible, Aymeric ? On va pas se jouer de la flûte à bec, ça va être compliqué. Quand tu arrêtes les footballeurs, les sportifs de haut niveau, c'est des mécaniques de précision. Quand tu t'arrêtes autant de temps, c'est compliqué de revenir. D'autant que, en fait, non seulement il n'avait pas le droit de jouer au foot, mais il n'avait même plus le droit d'entrer dans le centre d'entraînement de la Juve. Donc ça montre quand même, quoi, tu es obligé de t'entraîner seul chez soi. Donc il a profité de ce temps-là pour un peu souffler, voyager, s'occuper plus de sa famille, de ses 3 enfants. Mais il assure qu'il a fait le nécessaire au quotidien pour être prêt le jour J. Après, vous avez beau être le plus sérieux du monde, comme je disais, la préparation physique à la maison avec un préparateur, ça remplacera jamais le terrain. Donc on va lui donner quand même un petit peu de temps. C'est pas demain qu'il va réintégrer le groupe pro de Thiago Motta, hein, l'ancien joueur du PSG qui est aujourd'hui entraîneur de la Juve. Et forcément, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on aura un jour la chance de le revoir en équipe de France ? Quand on voit le profil des milieux qui composent cette équipe de France actuellement, surtout avec le départ d'Antoine Griezmann, pas besoin d'avoir fait foot sup, foot spé pour comprendre que oui, le retour de Polo, ça serait génial. On a besoin d'un créateur comme lui. Moi, j'ai rien contre Guendouzi, hein, mais franchement, la comparaison avec Pogba, c'est Champions League contre la Coupe des Foires du Béarn, très très sincèrement. J'ai rien contre lui, mais bon, on met quand même un petit taquet. Mais voilà, faut le dire, sur ce point, on prie vraiment tous pour revoir Pogba au plus vite chez les Bleus, parce qu'au-delà de ses qualités footballistiques, c'est un immense footballeur, mais c'était aussi un élément moteur dans la vie du groupe. On se souvient, en 2018, il porte aussi ce groupe. Il y avait ces fameuses déclarations à la mi-temps du match contre l'Argentine dans les vestiaires. Il dit Messi, pas Messi, moi je m'en balais, je m'en fous, quoi. Bien, ouais. Voilà, donc voilà, Pogba, c'est ça. Sans lui, l'équipe de France est un peu moins l'équipe de France, donc on espère vraiment qu'il va revenir assez vite. Ouais. Alors, il y a une Coupe du Monde dans 2 ans aux États-Unis. Ouais. C'est jouable comme objectif selon toi ?
C'est dans 2 ans. Franchement, on a envie de dire que oui. Il revient en mars prochain. Hein. Et puis surtout, que, voilà, c'est les États-Unis. C'est un pays comme Grisou qui l'adore. Il a cette culture US dans le sang, la NBA, le rap, etc. Donc, moi, j'imagine que nous, on mise notre bas de laine déjà sur le fait que Didier Deschamps est le plus heureux des hommes de retrouver son deuxième chouchou. Maintenant, le garçon, il est humble, il est honnête. Il veut pas brusquer les choses. Là, je vais encore citer ce qu'il disait dans l'équipe. Il disait jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve, mais ça se mérite. Il y a du boulot. En mars prochain, ça fera 1 an et demi que j'aurais pas joué un match de foot. Il va falloir que je bosse et que je regagne ma place. Revenir en bleu, c'est un objectif, évidemment, mais il faut être réaliste. Il faut vraiment que je mérite ma place. Donc, tout ce qu'on a envie de lui dire, c'est déjà, on le souhaite. Et puis au boulot, Polo, parce que la France t'aime et elle a méga besoin de toi, quoi. Voilà, Chrono, c'est terminé. J'espère que ce tout nouveau programme sportif vous a plu. On se retrouve très bientôt dans Chrono.